Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, enseignement supérieur. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur annonce un préavis de grève dès lundi prochain. La raison, la revalorisation salariale des enseignants s'est faite à l'exception de ceux du supérieur. Le SAES faisait ce matin le point sur les différentes revendications du syndicat. Restriction des libertés dans le monde. Amnesty International lance dès décembre prochain sa campagne « Touche pas à nos manifs ». L'annonce est du directeur d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, qui révèle par la même occasion que l'État du Sénégal ne compte pas appliquer la décision de la Cour de justice de la CEDEAO concernant l'arrêté Ousmane Ngom. Précision à suivre dans ce journal. Et puis au terme donc de notre article de la semaine, la baie de Hann au menu dans un dossier titré La baie de Hann, la face cachée d'un scandale. Notre confrère du quotidien Libération, Massiré Sarr, met l'accent sur le retard des travaux sur ce site et les déchets industriels et domestiques. À suivre en fin d'édition, le point avec Elash Malik Sissé. Bienvenue à toutes et à tous. Et au terme de sa tournée nationale, le Bureau national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur fait le point face à la presse ce matin. Les membres du SAES sont revenus sur plusieurs revendications. Leur niveau de satisfaction est celle qui exige à ce jour le dépôt d'un préavis de grève dès lundi prochain. Les explications du secrétaire général national du SAES, professeur David Célestin Faye, au micro de Moussa Fall. Nous avons toutes ces semaines frappé à toutes les portes, essayé de sensibiliser toutes les personnes, toutes les autorités qui ont daigné, qui ont bien voulu nous rencontrer. Et nous les remercions au passage pour leur exposer les difficultés, les préoccupations des enseignants. Malheureusement, ces appels n'ont pas été entendus. Le SAES n'est pas un syndicat va-t-en-guerre, puisque en 6 ans, nous avons à peine fait 30 jours de grève cumulés en 6 années. En 2022, il n'y a pas eu de jour de grève pour le SAES. En 2021, nous avons fait 6 jours de grève. 2020, 5 jours. C'est assez minime. Nous avons essayé, nous privilégions le dialogue et le plaidoyer et la sensibilisation. Malheureusement, force est de constater quelque part que cette méthode ne marche pas. Et le SAES compte, dès lundi matin, déposer un préavis de grève. Et le SAES prendra toutes ses responsabilités. Après avoir alerté l'opinion, les pouvoirs publics, que ces préoccupations ne peuvent pas ne pas être prises en charge. Donc cette question, nous sommes encore ouverts au dialogue, disponible avant l'expiration du préavis, pour que l'on puisse ensemble voir les voies et moyens pour que les conditions d'apprentissage soient les meilleurs pour les enseignants, les étudiants, mais globalement en tout cas, et de recherche aussi pour les enseignants. Et dans le secteur de l'enseignement, toujours tenu d'un congrès ce matin pour la mise en place d'une confédération regroupant les syndicats de l'enseignement de la CNTS. Avec une telle nouvelle organisation, les syndicalistes unissent leurs forces pour l'école sénégalaise. Le thème qui a vu naître une telle initiative est l'unité syndicale, pilier de la transformation et de l'éducation. Les précisions de Hamidou Djedjou, secrétaire général des syndicats des enseignants libres du Sénégal, au micro d'Amadou Bari. C'est une fédération qui est l'émanation, le vœu pied du secrétaire général national de la CNTS, le camarade Modi Guiro, puisque la CNTS a toujours théorisé cette démarche unitaire. Mais pour nous, aller dans le cadre de la démarche unitaire, c'est travailler de sorte que tous les secteurs qui sont membres de la CNTS puissent se retrouver en fédération. Il a bien voulu commencer à expérimenter l'expérience, si je peux me répéter, par les syndicats de l'éducation que nous sommes, qui sont au nombre de 8, qui avons donc décidé d'unir nos forces. Mais unir nos forces autour de l'essentiel, c'est-à-dire l'école sénégalaise. Nous avons tenu ce congrès constitutif sous le sceau d'un thème, l'unité syndicale,
pilier de la transformation de l'éducation. Pour nous, en théorisant ce thème de l'unité syndicale, transformation de l'éducation, nous voulons s'offrir un exemple à l'ensemble des organisations syndicales. Comme quoi, rien ne peut se réussir sans cette unité. Unité des cœurs, unité d'action, unité d'organique. Rien ne peut se réussir dans cette unité. Mais mieux, quand on théorise à ce jour la transformation de l'éducation, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'école puisse être bénéfique aux populations, que l'école puisse apporter solution aux différentes crises que vit le monde, les crises sanitaires, les crises climatiques, les crises sociales, quel doit être l'apport de l'école? Pour nous, en sensibilisant sur les deux concepts, unité syndicale et transformation de l'éducation, on aura au moins commencé ce jour à apporter notre contribution à ces problématiques qui gangrènent notre société. Dans l'actualité également, l'État du Sénégal ne compte pas appliquer la décision de la Cour de justice de la CEDEAO concernant l'arrêté Ousmane Ngom. La révélation est d'Amnesty International section Sénégal. Son directeur dénonce la démarche entreprise par le Sénégal qui vise à restreindre les libertés publiques. Une grande campagne dénommée Touche pas à nos manifs est d'ailleurs annoncée par l'Organisation de défense des droits humains pour dénoncer la restriction des libertés partout dans le monde. Le compte-rendu est signé à l'UNSO. Le droit et la liberté de manifester en Afrique est menacé aux yeux d'Amnesty International. Pour le cas du Sénégal, l'arrêté Ousmane Ngom qui interdit les manifestations à la place de l'indépendance, les autorités sénégalaises refuseraient toujours d'appliquer la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, ce que le directeur exécutif d'Amnesty au Sénégal ne comprend toujours pas, souligne-t-il. L'arrêté Ousmane Ngom, le gouvernement a clairement laissé entendre qu'il n'allait pas le mettre en œuvre pour diverses raisons. Une des raisons étant que l'essentiel des activités économiques ont lieu dans le quartier du plateau de Dakar. Nous estimons que ce n'est pas une raison acceptable. On ne peut pas interdire comme ça de façon définitive les manifestations à caractère politique. Ce ne sont pas toutes les manifestations qui interdisent dans la zone du plateau. Ce sont les manifestations à caractère politique qui sont visées, donc des manières revendicatives. Une décision regrettable aux yeux de la directrice d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle demande l'application de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Elle compte poursuivre leur plaidoyer. Nous allons en revanche continuer à promouvoir et à faire campagne et faire du plaidoyer pour que le droit à la liberté de manifester soit respecté, y compris au Sénégal, et en particulier, comme nous l'avons dit aux autorités sénégalaises que nous avons rencontrées, dans un contexte préélectoral qui risque d'être un peu tendu, il est important que les libertés soient garanties et que les droits de chacun soient respectés. La liberté de manifester menacée dans le monde, Amnesty lance le slogan « Touche pas à nos manifs » et compte organiser une série de manifestations dans tous les pays. Pour galvaniser non seulement nos militants, au Sénégal nous avons plus de 10 000 membres au Sénégal, mais aussi galvaniser les quelques 5 millions de membres d'Amnesty dans le monde pour manifester dans tous les pays, pour que les États, pas seulement les membres d'Amnesty, mais les activistes de la société civile, la presse, les journalistes, qui sont des défenseurs des droits humains aussi, les journalistes, qu'ensemble nous puissions nous mobiliser autour de ce slogan-là pour amener les États à respecter cette liberté fondamentale en démocratie. Amnesty International a dénoncé les aspects les plus probants du rétrécissement du droit de manifester. Sur la liste, l'interdiction des manifestations jugées abusives, la poursuite et la condamnation des activistes sur la base de lois contre le terrorisme ou la cybercriminalité. Dans l'actualité judiciaire, procès Ousmane Sonko Adji Sarr, Seydi Gassama souhaite que justice se fasse en toute sérénité. Il espère qu'Ousmane Sonko soit auditionné bientôt pour qu'il y ait procès dans de meilleurs délais. Au lendemain des événements de mars dernier, la création d'une commission d'enquête a été annoncée. Jusqu'à présent, aucun acte posé. Le directeur d'Amnesty International section Sénégal dénonce cette lenteur dans ce dossier. Écoutons Seydi Gassama au micro d'Alinso et Seydina Mbaye. Il y a un certain nombre d'accusations, ou une accusation qui a été faite contre Ousmane Sonko. Nous ne pouvons pas dénier à la victime le droit de demander justice.
Tout ce que nous souhaitons, c'est que la justice puisse se faire dans la sérénité. Et nous estimons que la sérénité est revenue dans cette affaire, parce que beaucoup de protagonistes de cette affaire ont été auditionnés. On attend toujours que Sonko soit auditionné. Nous espérons que la justice va faire son travail dans les meilleurs délais, que le juge d'instruction décide, soit d'un non-lieu ou de la renvoyer en juridiction de jugement. Nous savons tous que le président, en tout cas le gouvernement, lors d'une conférence de presse au lendemain de ces événements, a annoncé une commission d'enquête qui, évidemment, allait être créée. Au jour d'aujourd'hui, nous estimons que si cette commission doit être créée, il doit y avoir au moins un acte qui crée cette commission. Un décret ou un quelconque acte qui crée cette commission, que l'on connaisse sa composition. Au jour d'aujourd'hui, aucune autorité gouvernementale ne peut montrer un acte créant cette commission. Ni dire aux Sénégalais, voici les membres de cette commission d'enquête. On sait quand même comment les commissions d'enquête sont constituées un peu partout dans le monde. Donc nous attendons de voir l'acte créant cette commission d'enquête, de connaître les membres de cette commission d'enquête et surtout que les victimes nous disent oui, on a été contactés. Les victimes ou les familles des victimes. Or, au jour d'aujourd'hui, aucune famille de victimes nous a dit qu'elle a été contactée. Et aucune victime ne veut nous dire moi j'ai été contactée. Parce que nous sommes quand même en contact avec les victimes. Dans l'actualité politique, l'Union pour le renouveau démocratique se porte comme un charme. D'après son secrétaire général, professeur Djegan Sen, une assurance qu'il a faite lors de la première cérémonie d'hommage de l'URD à son fondateur et défunt secrétaire général, Djibo Leyti-Ka, décédé le 14 septembre 2017. Sa famille politique s'engage à perpétuer son héritage politique. Mamadou Dian et Seydina Mbaye pour plus de précisions. L'Union pour le renouveau démocratique mobilise ses troupes pour perpétuer le legs de son défunt fondateur et secrétaire général, Djibo Leyti-Ka, 5 ans après sa disparition. Je pense que Djibo Ka, il a une famille politique très large, des cadres qu'il a formés, des jeunes qu'il a formés. Et dans les jours à venir, les Sénégalais se rendront compte que l'œuvre de Djibo Ka, l'œuvre politique de Djibo Ka sera perpétuée. Et le comportement que les Sénégalais voyaient en Djibo Ka, les attitudes qu'ils voyaient en Djibo Ka, la maturité politique, intellectuelle qu'ils voyaient en Djibo Ka, ils vont se rendre compte que Djibo Ka a effectivement travaillé sur le plan administratif, mais sur le plan politique également. Son héritage ne sera jamais perdu. L'URD se souvient de Djibo Leyti-Ka à travers cette première journée d'hommage dédiée à un grand commis de l'État, administrateur de classe exceptionnelle. Nous avons un homme multidimensionnel dont il faut se rappeler. C'est une mémoire qui ne doit jamais être éteinte, qui ne doit pas s'éteindre, elle ne s'éteindra pas. Tant qu'il aura ici sur Terre des compagnons, des amis, qui naturellement vont continuer de la faire vivre. Djibo Ka, l'homme, dans sa dimension humaine, dans sa dimension politique, dans sa dimension d'homme d'État, mérite vraiment un hommage. Et je crois que donc les générations futures doivent effectivement s'approvisionner de la politique de Djibo Ka afin de pouvoir effectivement demain continuer à consolider la démocratie et à rendre plus forte la République sénégalaise. Une forte mobilisation des militants, sympathisants, amis et familles pour se souvenir de l'œuvre de l'homme d'État. L'URD, son héritage, se porte comme un charme d'après l'héritier du secrétariat général. Vous voyez très bien qu'il a pu quand même mobiliser à travers ces jeunes et ça ne fait que commencer. Nous essayons de maintenir cette flamme-là que nous a laissée Djibo Ka, et bien qu'elle continue de briller autant que possible. Cette journée d'hommage sera inscrite dans le calendrier de l'Union du renouveau démocratique. Leader politique et homme d'État admiré et respecté, Djibo Leyti-Ka est rappelé à Dieu le 14 septembre 2017, des suites d'une maladie. À cette occasion, l'URD a aussi demandé aux parrains de cette cérémonie d'hommage de porter une plaidoirie auprès du chef de l'État, Macky Sall, afin que l'ENA, l'École nationale d'administration, soit rebaptisée Djibo Leyti-Ka, un souhait des jeunes du parti prononcé par Hassan Sow, secrétaire général chargé de l'administration de ce parti, au micro de Mamadou Dian. Ça, c'est un plaidoyer très fort. Parce que quand on a un homme de la carrure de Djibo Leyti-Ka, de ce qu'il a fait dans ce pays,
comme on a rappelé quelques-uns, il mérite que l'École nationale d'administration porte son nom. Et ça, comme je l'ai dit dans mon discours introductif, nous lançons un appel directement au président de la République pour qu'il le fasse pour son frère. Et nous demandons également aux parrains de cette journée, notre papa, le haut représentant du président, M. Moustapha Niasse, le grand Serigne de Dakar, qui est un jeune frère de Djiboka, mais de porter le message auprès de son Excellence le président de la République pour que cela puisse être réalité. Nous félicitons également et nous remercions le président de la République qui a déjà nommé le ranch de Dolly, ranch Djibo Leïtika. Mais nous, en tant que Djomou Djiboka, on le félicite, on le remercie. Mais vu ce qu'il a fait dans ce pays, étant quelqu'un qui est sorti de cette école-là, je pense qu'il est grand temps qu'on nomme cette école-là école Djibo Leïtika. Et nous parlons de toute autre chose. Campagne 2022-2023. Les cadres de la compagnie sucrière sénégalaise veulent atteindre une production record de plus de 140 000 tonnes de sucre. L'amicale des cadres de la dite compagnie en randonnée pédestre ce samedi a interpellé les autorités étatiques pour faciliter l'écoulement du sucre local. Les précisions de Momar Alisnian. C'est à travers une randonnée pédestre que l'amicale des cadres de la compagnie sucrière sénégalaise a lancé le démarrage de la campagne 2022-2023. De par ce geste, ces employés manifestent ainsi leur engagement et leur détermination à atteindre l'objectif de production de plus de 140 000 tonnes de sucre. Cette randonnée symbolise aujourd'hui l'unité, la cohésion pour marcher tous ensemble vers des objectifs communs dans un état d'esprit de paix et de solidarité mutuelle. Elle est également synonyme d'échauffement, de préparation pour notre campagne sucrière 2022-2023. Cette initiative des employés de la CSS est vivement saluée par la direction. Une amicale dynamique, une amicale volontaire. On a vu l'acte qu'elle a posé aujourd'hui et je peux vous dire qu'en tant que dirigeant d'entreprise, je suis fier de ces cadres. C'est ce que nous attendons de nos cadres, qu'ils soient mobilisés. Et ils ont réussi aujourd'hui et je pense qu'on est tous satisfaits et on va les suivre. Cette campagne est exceptionnelle parce qu'elle se déroule dans un univers assez spécial, avec la cherté de la vie, avec la crise, avec les difficultés, les entreprises qui ferment. Mais comme l'a dit tout à l'heure Marie, on doit sauver nos emplois. On doit sauver le sucre local. On doit sauver la production locale. On doit sauver le Wallo. On doit sauver Richard Toll. Cadres et autorités de la CSS ont profité de cette randonnée pour inviter les autorités gouvernementales à faciliter la commercialisation du sucre local. L'actualité, c'est aussi l'unité industrielle d'imprimerie et d'emballage Impact Safa Group installée dans le domaine industriel de Diamniadio a été inaugurée hier par le chef de l'État Macky Sall qui a salué l'esprit d'initiative du promoteur Youssou Ndour. Pour le président Macky Sall, cette usine participe à la stratégie d'industrialisation du Sénégal. Je vous propose de l'écouter au micro de Babacar Seck. Je me réjouis également de l'envergure de cette unité industrielle d'impression et de packaging, construite sur une superficie d'environ 3000 m². Impact et Safa Group est en effet un outil de dernière génération, équipé de machines modernes, sophistiquées et à la pointe de la technologie. Avec un parc d'une trentaine de machines, votre groupe est doté d'une capacité de tirage qui le positionne en leader au plan national et sous-régional. Voilà pourquoi vous méritez d'être soutenu par le gouvernement, par l'administration, par les entreprises, en tant qu'entreprise nationale qui aspire de devenir un champion africain, surtout dans le cadre de la zone de libre-échange continentale.
Le groupe contribue ainsi à renforcer la place du Sénégal dans le domaine des hautes technologies en matière d'emballage et à réduire l'importation de ces dernières ainsi que d'autres accessoires. Et puis, sommet du leadership et de l'entrepreneuriat, ce sera du 1er au 12 novembre prochain au Sénégal. Et 5 départements seront concernés, à savoir Saint-Louis, Foundiougne, Mbacké, Mbour et Dakar. Pour cette édition, le thème retenu est devenir un leader entrepreneur impactant, influent et inspirant dans son domaine d'activité. Les précisions de Leslie Diagne, directrice de l'organisation et de la communication de ce sommet, au micro de Moussa Fall. L'idée, c'était qu'au-delà de la formation, le sommet du leadership puisse accompagner réellement les femmes. Donc l'idée, ce n'était pas de centraliser qu'au niveau de Dakar. La valeur ajoutée de ce sommet, c'est que la formation se déplace vers ces femmes qui sont dans la partie rurale de la ville. Ces femmes qui sont aussi audacieuses que les femmes qui sont sur la capitale. Ces femmes qui sont aussi braves et surtout, je vous assure, nous avons avec l'équipe de la DOFEF parcouru plusieurs départements sur plus de 14 mois et ce sont des femmes extraordinaires. Donc l'idée, c'était vraiment de leur donner cette possibilité. On est venus, nous nous sommes assis à côté d'elles. Nous avons pris le soin de comprendre quels étaient leurs besoins. Nous avons mis l'accent sur leurs problématiques et nous leur avons donné cette liberté d'elles-mêmes de choisir leur formation. Nous avons pour chacun des départements sélectionnés mis en place des formations sur mesure. Nous avons sélectionné avec Madame Aurélie Alama, qui est à l'initiative du sommet, qui est aussi formatrice certifiée auprès de sa plateforme FLTP et ESBL. Nous avons voulu associer aussi l'expertise de femmes chefs d'entreprise sénégalaises. Donc, cette pluralité de la discipline va permettre à ces femmes d'être équipées et au-delà de ça, la partie la plus importante, la partie la plus prenante, c'est ce qui se passera après sommet. C'est cette partie accompagnement sur laquelle on s'engage à pouvoir suivre ces femmes. Des nouvelles du programme 100 000 logements. Kaolack bénéficiera de plus de 200 logements. C'est ce qui ressort de la visite de chantier du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène à Sing Sing, le site qui abrite la construction de ces logements à Kaolack. Abdoulaye Seydou Sow, que je vous propose d'écouter au micro d'Adamassar. Monsieur le maire, chère population de Kaolack, au-delà des 124 logements du promoteur actif, le PAIS va réaliser 100 autres, portant le nombre à 224 logements. Notre ambition pour Kaolack dépasse de loin ces chiffres. Et avec d'autres promoteurs comme la SNHLM et la SICAP, d'autres logements seront construits au bénéfice des populations de Kaolack. Mesdames et messieurs, conformément aux orientations du chef de l'État, j'invite tous les acteurs, le promoteur actif, le maître d'ouvrage délégué, le PCLSLB, l'ensemble des parties prenantes à accélérer la cadence et de respecter les délais requis. Je voudrais particulièrement féliciter son coordonnateur El Karim. Je vous exhorte donc à continuer sur cette lancée afin d'atteindre les autres objectifs assignés au secteur avec nous et plus globalement dans le secteur de l'urbanisme et du logement. En faisant sien l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Oui. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet et sous-préfet, je vous confie ce chantier et vous demande de ne ménager aucun effort pour la réussite du projet. Je vous donne rendez-vous en fin décembre 2022 pour la remise des clés. Place maintenant à notre rubrique article de la semaine, la baie de Hann, au menu de votre rubrique hebdomadaire. Le quotidien Libération, barré à sa une, baie de Hann, la face cachée d'un scandale. Notre confrère Massir Essar, qui a réalisé ce dossier, déplore le retard des travaux ainsi que les déchets industriels et domestiques. Le point avec El Hadj Malick Cissé. Retard dans l'exécution des travaux de dépollution, le secteur de la pêche au point mort, déchets industriels et domestiques. Baie de Hann, la face cachée d'un scandale. Le quotidien Libération revient en long et en large sur les industriels qui ont tué la zone en toute impunité. Nous avons jugé nécessaire
de faire ce titre parce que vous savez, aujourd'hui la baie de Han est complètement agressée. Et ce qui se passe là-bas peut être considéré comme un scandale parce que aujourd'hui la baie de Han est considérée comme un dépotoir d'ordures à ciel ouvert. C'est-à-dire les industries qui sont aux alentours de la baie de Han déversent leurs déchets toxiques au niveau de cette baie. Mais il y a aussi la population riveraine qui a complètement pris cette baie comme un dépotoir d'ordures à ciel ouvert, c'est-à-dire des ordures domestiques. Il y a aussi l'État du Sénégal qui a une responsabilité par rapport à ça, parce que les canalisations dont vous voyez comme le canal de la Sogas, cette canal-là, quand vous allez au niveau de la baie de Han le matin vers 11h, vous allez voir que la mer a complètement changé de couleur. Elle devient rouge et que les enfants, les riverains l'appellent souvent la mer rouge. Ce qui veut dire que ce qui se passe au niveau de la baie de Han aujourd'hui peut être considéré comme un scandale, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire d'utiliser ce titre-là. Le projet de dépollution de la baie de Han tarde à être effectif au moment où la baie a perdu son passé d'un paradis devenu un dépotoir d'ordures, regrette mon confrère. Le projet de dépollution de la baie de Han tarde à être effectif parce que vous savez, pour ce projet-là, il y a une entreprise qui était chargée d'exécuter les travaux, mais cette entreprise-là n'a pas du tout respecté le contrat, raison pour laquelle les autorités du pays ont jugé nécessaire de résilier ce contrat-là et ils l'ont confié à une autre entreprise. C'est pourquoi le projet de dépollution de la baie de Han tarde à être effectif, mais bon, selon le coordonnateur du projet de la baie de Han, en la personne de Alassane Dien, il nous fait savoir dans ce dossier que les travaux sont en cours et actuellement au niveau de Mbao, les travaux de terrassement ont démarré et que bientôt les travaux vont complètement terminer et seront livrés au courant de l'année 2024, ce qui va changer complètement le quotidien des Sénégalais. Dans une interview accordée à Libération, Bassirou Ndiaye, environnementaliste, ancien coordonnateur du projet de dépollution, pour lui, l'État devrait avoir le courage de délocaliser tous ces gens qui habitent aux alentours de la baie de Han. De l'avis de Bassirou Ndiaye, qui est environnementaliste, mais également un ancien coordonnateur du projet de dépollution de la baie de Han, lui, il pense que l'État du Sénégal devrait avoir le courage un peu pour délocaliser ces personnes-là qui habitent aux alentours de la baie de Han. Parce que pour lui, il y a énormément d'avantages si l'État du Sénégal avait jugé un peu nécessaire de délocaliser ces gens-là, parce qu'il y a les Qataris qui sont présents, il y a les Pays-Bas qui sont prêts à mettre de l'argent pour un peu embellir cette baie de Han et redonner cette baie de Han son liste d'antan. Mais la réaction du coordonnateur du projet de dépollution de la baie de Han n'a pas tardé. Il affirme, je le cite, tout le cadre de vie des populations d'un point de vue sanitaire sera nettement amélioré. Fin de citation. Avec le projet de dépollution de la baie de Han, si l'on se fie au coordonnateur du projet en la personne de Alassane Dien, lui, il pense qu'une fois que ces travaux seront livrés au courant de l'année 2024, le quotidien des habitants aux alentours et même pour les pêcheurs va complètement changer, parce que quand il s'agit des pêcheurs, la mer peut être poissonneuse. Il y a aussi les hôtels qui se sont implantés au bord des plages aussi pourront reprendre normalement. C'est pourquoi il dit qu'avec le projet de dépollution de la baie de Han,
le vécu quotidien des Sénégalais va complètement changer. Il y aura aussi un assainissement qui sera mis en place dans chaque quartier, ce qui va complètement impacter également le vécu quotidien de ses compatriotes. Voilà, mesdames, messieurs, c'est cette rubrique qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie des programmes d'ITV.